Ce soir, Allume la télé met à l'honneur l'excellence à travers deux profils inspirants. Tout d'abord, le docteur Youssouf Kamara, expert international en économie, viendra partager avec nous quelques stratégies efficaces pour atteindre le succès. Puis, nous aurons le plaisir d'accueillir Anassé Obodje-Guirolon, le brillant major du bac, promotion 2023 de la région de l'Agnébi-Tiassa. Et c'est ensemble que nous prendrons le pouls de l'actualité du jour dans notre rubrique L'info qui allume. Le zapping nous entraînera dans sa petite ronde des médias. Ne manquez pas Allume la télé sur RTI 1 en compagnie de Fatim Camara. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les soirs de la semaine pour allumer ensemble la télé. RTI 1, 18h15, rendez-vous immanquable. Et aujourd'hui, on fait la part belle à l'excellence avec deux visages qui s'y prêtent. Dr Youssouf Kamara, expert international en économie, est avec nous ce soir et avec lui, on déroulera les stratégies pour atteindre l'excellence. Avec nous aussi, Anassé Obodje-Guirolon, major du bac promotion 2023 dans la région de l'Agnébi-Tiassa, qui est sur la bonne voie pour atteindre cette excellence tant prônée. En attendant de dérouler ce programme très enrichissant, je vous propose de démarrer tout de suite avec le live symphonique et unique de l'orchestre Allume la télé. C'est avec Ariel Chenet. Arrêtons un peu, sinon ça nous détruira. C'est le refrain qui est là. Arrêtons un peu, sinon ça nous détruira. Yeah, yeah. Chere oh, chere, Komatori ando bando chere, Sambatori anabandiko, Komato frene kanzo ganga, Chenu frene linga nante, Komachatan welele ki bandeko. Ariel Chenet, colonel, l'homme faut chanter pour vous les fans, Komakosiana mabana. Oma Kofiana Logone, quand tu vas Congo manetoué, on cherche pas à comprendre. Oh, oh, oh. Arrêtons un peu, sinon ça nous détruira. Ya 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 ya. Oh, oh, oh. Arrêtons un peu, sinon ça nous détruira. Yeah. Naligi sabiso. Yeah 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 yeah. Naligi biso, oh, naligi biso, yeah, yeah, yeah. Naligi biso, oh, yeah. Il s'appelait Juan Ange Didier, et c'était le fils d'un musicien et d'une mère musicienne. Et quand on lui parlait de mélodie, il faisait que rigoler. Il n'est pas mélodieux. Est-ce que de son vivant, tout ce qu'il faisait n'était pas de la mélodie? Arrêtons un peu. On chante ensemble, tous les mots. Arrêtons un peu. Encore une fois, arrêtons un peu. Yeah, ouais, yeah, Rabi. C'est couper les mots dans la modulée. Et d'offre mon languetina en détruit. Et de ce que le copain négo, ça n'en gavano, n'a pas un bobotala. Au soto champi kilo. Et c'est toi mon camarade. Ils ont voulu le tuer, mais il est resté dans les cœurs. Vous ne pourrez rien contre la volonté du Saint-Esprit. Ils ont essayé de le tuer, mais il est resté dans tous les cœurs. Yeah. Vous ne pourrez rien, car moi il demeure toujours de l'héritier. Donc arrêtez vos trucs, sinon ça vous détruira. C'est que, oh, faille abonner. Arrêtons un peu.
Sana mamo yana mobane, maguru mamo sinu mamani, mazukere mamo sinu mamam semi komana sambra komaleki takipani, sama bore devant yaro vraiment très très impossible. Quand Dieu trace ton chemin, personne ne peut le détruire. Au moment ton étoile va briller, ils vont t'aider pas à toutes les personnes qui me disaient, tu sais plus chanter comme avant. Pourtant ils se cachent pour chanter sur mes sons, je ne comprends pas, papa. La musique ivoirienne d'aujourd'hui est devenue pire que la sorcellerie. Car les personnes qui étaient là, ils sont là, ils veulent rester toujours là jusqu'à la fin. Ils ne veulent même plus faire la place, ils ne font que boycotter les étoiles. Arrêtez un peu, sinon ça vous détruira. Ya 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 ya, Fayambolé, arrêtons un peu, sinon ça vous détruira. Yeah, ça fait. Arrêtons un peu, yeah, arrêtons un peu, yeah, arrêtons un peu, sinon ça nous détruira, yeah. Hey, hey. Wow, wow. Encore une fois, arrêtons un peu, yeah, arrêtons un peu, yeah, arrêtons un peu, sinon ça nous détruira. Arrêtons la méchanceté gratuite, yeah. Arrêtons de boycotter nos talents, yeah. Et arrêtons de dépraver la jeunesse, yeah. Arrêtons, yeah. Arrêtons, yeah. Arrêtons, yeah. Arrêtons, oh, arrêtons, yeah. Arrêtons, sinon ça nous détruira. Exclusivité ALT, très belle reprise du fils ou du petit frère à son devancier. Ce titre de DJ Arafat revisité par le colonel Lobofoué, exquis. Beaucoup d'amour dans cette chanson. Je vous propose à présent de faire un petit tour de l'actualité essentiellement sur le continent. C'est parti pour l'info qui allume. En Côte d'Ivoire, une délégation du gouvernement avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara et son épouse étaient hier au domicile de feu le président Bédié, disparu brutalement le 1er août dernier. Le couple présidentiel a apporté tout son soutien et son affection à l'épouse de l'illustre disparu, Madame Henriette Bomo Bédié, ainsi qu'à ses enfants et toute la famille endeuillée. A rappelé que 10 jours de deuil national ont été décrétés depuis hier. Le drapeau ivoirien est en berne dans toutes les institutions de la République. Au Niger, le nouvel homme fort, le général Abdourahmane Tiani, rejette les sanctions de la CEDEAO. À Niamey, des manifestations pro-junte sont en cours. Plusieurs manifestants sont passés ce matin devant les ambassades américaines et françaises. Pour l'heure, la situation y est toujours incertaine. Les sanctions de la CEDEAO sont rejetées en bloc. Bilal Tarabé, chroniqueur international, nous a fait une petite lecture. Ben oui, puisqu'on le rappelle, la CEDEAO a donné jusqu'à dimanche à la junte au pouvoir pour rétablir Mohamed Bazoum, qui est donc toujours retenu dans sa résidence, dans la résidence présidentielle, donc pour le réintroduire, pour le réinstaller dans ses fonctions de la République du Niger. D'ailleurs, il faut quand même noter que si les Nigériens défilent aujourd'hui pour célébrer l'indépendance, c'est en grande partie grâce à Mohamed Bazoum, puisque c'est lui, il y a quelques mois, au mois de mai, qui a réinstitué cette date du 3 août comme étant la date de l'indépendance du Niger. Donc voilà, c'est pour le petit paradoxe du jour dans le pays. Mais oui, en fait, on l'a dit déjà, c'est la première fois depuis cette série de coups d'État qui secouent l'Afrique de l'Ouest et la CEDEAO que l'organisation réagit avec autant de fermeté. Et fermeté, on peut dire que c'est le minimum, pour ne pas dire plus, puisque au-delà des sanctions, disons, d'usage qui ont été prises, c'est-à-dire la fermeture des frontières, des sanctions ciblées économiques. On le sait, depuis hier, le Nigeria a coupé l'approvisionnement en électricité du Niger, qui dépend à 70% de son voisin, donc ça n'est pas rien. Mais la CEDEAO également a très clairement dit qu'elle envisageait, et elle étudie d'ailleurs l'option d'une intervention
militaire. Et lorsqu'on parle de ça, il faut aussi parler de quelque chose qui est extrêmement important, c'est la visite du numéro 2 de cette junte, dont on parle un petit peu moins que le général Tiani, qui est le général Salifou Modi. Alors Salifou Modi, c'était le chef de l'armée nigérienne jusqu'à très récemment, puisque au mois de mars, il était déjà de sa propre initiative parti au Mali pour faire un rapprochement avec Assimi Goïta, qui est le chef de la junte malienne, et ça lui avait valu d'être limogé par Mohamed Bazoum à l'époque, qui lui avait trouvé un poste d'ambassadeur aux Émirats qu'il n'a jamais occupé. Donc Salifou Modi était hier à Bamako pour remercier le Mali de son soutien, puisque le Mali et le Niger ont déjà dit que si la CEDEAO bougeait militairement, eh bien eux viendraient au secours du Niger. En tout cas, en dépit de tout, on souhaite la stabilité au Niger, qui est un pays frère, et à tout le peuple nigérien. Voilà. On part maintenant en Afrique du Sud. Pour terminer, Julius Malema, l'opposant sud-africain, invite le peuple à boycotter le sommet des BRICS en soutien à Poutine. Dans ce stade situé au sud de Johannesburg, le parti de la gauche radicale, troisième formation politique du pays, a organisé une manifestation pour célébrer ses 10 ans devant plus de 90 000 personnes. Nous appelons les présidents de la République populaire de Chine, de l'Inde et du Brésil à ne pas venir au sommet des BRICS en solidarité avec le président Poutine. Ils doivent dire, si vous touchez à l'un d'entre nous, vous touchez à nous tous. Voilà, c'est dosé, c'est ce qu'on dit à Abidjan. C'est tout pour l'info qui allume. Je vous propose maintenant une petite incursion à Lomé, précisément au Lomé Dabali Festival, voilà, avec notre correspondant au Togo. Il s'appelle Lorenzo Keleki. Bonjour Fatim Camara, bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Allume la télé. Dans ce numéro du Togo, nous avons décidé aujourd'hui de tendre notre micro aux promoteurs d'un événement de taille. Il s'agit du festival Dabali, le Dabali Festival de Lomé, qui aura lieu du 11 au 13 août 2023. Le Dabali veut dire bouffe. Quand on parle de Dabali, ça parle de nourriture, ça parle de mets. Voilà, c'est un moulon qui est né en Côte d'Ivoire et qui a commencé donc à s'éparpiller partout dans la sous-région. Donc il faut dire que c'est un festival qui a été créé en Côte d'Ivoire. Au niveau de Lomé, le Dabali Festival est accompagné du mot Miva Miadoumou. Donc le Dabali Festival à Lomé a donc deux connotations, donc deux noms. Miva Miadoumou, le Dabali Festival. C'est un festival festif donc qui va réunir toutes les diasporas qui résident au Togo. Le Togo reçoit, mais en même temps, il y a un pays invité aussi. Voilà, donc le festival n'est pas un festival pour le Togo. C'est un festival qui se passe au Togo, mais c'est un festival pour la communauté étrangère résidant au Togo. Et surtout les restaurateurs. Voilà, donc les mettre un peu en lumière, les donner beaucoup plus de visibilité parce qu'on a des soucis quand on arrive à nommer, de géolocaliser donc, tous ces espaces-là qui font de la bouffe pour les étrangers. Quand tu arrives, tu ne sais pas où tu vas manger. Aujourd'hui, si je demande à quelqu'un, est-ce que tu sais où on mange camerounais, il ne saura pas. Donc, ça nous permettra de pouvoir donner de la visibilité aux restaurateurs pour une géolocalisation beaucoup plus facile. Parce que ce jour-là, il y aura donc du B2B. Les gens auront donc l'occasion de croiser, de parler avec les restaurateurs pour prendre tous les renseignements qu'ils veulent. Pour que si demain quelqu'un vient fait qu'il a besoin du Burkina, du Mali, de la Guinée, tout ça, il sait tout de suite où sera. Bon, les communautés qui sont entendues, c'est les Burkinabés, on aura les Ivoiriens, on aura effectivement le Togo, on aura l'Afrique centrale, on aura l'Afrique, on aura le monde, donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, on aura l'Europe, l'Asie, l'Amérique, voilà, tout le monde sera là. Et je voulais préciser que le Gabon est le pays à l'honneur pour cette première édition. L'ambassade du Gabon avec sa diplomatie qui nous a accordé leur parrainage, donc ils seront donc le pays à l'honneur. Il y aura beaucoup de pays, on attend aux alentours d'une vingtaine de pays en fait. Le public, on attend donc le public jeune, donc enfants déjà, quand je dis enfants, parce qu'on aura un parc d'attractions pour enfants. Les familles doivent venir parce que devant les festivals, on parle de nourriture. On doit sortir en famille pour venir. Et puis on va donner donc la possibilité aussi à la nouvelle génération d'artistes musiciens. Parce que qui parle de bouffe parle de musique évidemment. Ce qu'on veut mettre à l'intérieur de tout ça, c'est beaucoup plus d'animation. Qui dit animation dit jeu,
tombola, des souvenirs, il y aura des souvenirs. Et déjà le vendredi, le premier prix, c'est une machine, c'est une machine qu'on appelle le Training MI 150. C'est une machine qui permet de broyer les grains de maïs et tout. Donc déjà, à partir du vendredi, vous pouvez être désormais votre propre patron, seulement parce que vous avez donc tiré du bon lot. Le Tabali Festival donc, se tiendra au niveau de Seco BDP, c'est à Gouin. Ça sera le 11, 12 et 13 août sur le terrain de Seco BDP. Le festival est un festival d'action sociale. L'essence de notre festival, c'est l'action sociale, faire de bonnes œuvres en fait. Au travers de la bouffe, de la culture, nous allons laisser des souvenirs. Des souvenirs, vous allez gagner plein de lots, des frigos, des télés, des matelas, des vivres et des non-vivres pour que chacun reparte chez lui avec plein de souvenirs, seulement à partir de 500. Écoutez, allume la télé, je pense que comme on le dit, on va donc allumer la télé ensemble, on va mettre la lumière sur le Togo, sur la ville de Lomé. Voilà, donc je fais un coucou à tout le monde, à toute la communauté ivoirienne, et puis si vous voulez passer de belles vacances, venez à Lomé. Fatim Camara, c'est les vacances et les événements fusent de partout. Lomé Dabali Festival s'ouvre au public togolais et étranger. Et c'est pour très bientôt dans la capitale togolaise. Lorenzo qui l'équipe depuis Lomé pour Allume la télé. Voilà. En tout cas, il n'est pas loin de 19h et ça donne fin à tout ça. Je vais me reprendre un peu les esprits avec une petite page de pub. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste soutient la lutte contre le cancer. Une bouteille achetée, 2 francs reversés, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et je ne suis pas seule, je suis en très bonne compagnie, de retour de la pub. Si vous nous prenez en marche, vous saurez que ce soir, dans Allume la télé, on reçoit 2 invités. On parlera surtout d'excellence avec déjà comme premier invité le docteur Youssouf Camara. Docteur Camara, bonsoir. Bonsoir. Qui vous a donné la permission de porter le même nom que moi? Faut demander la permission entre camarades. Docteur Youssouf, oui. Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Allume la télé. Alors, vous êtes expert international en économie. Ça veut dire quoi, expert international en économie? Expert international est un expert sur quelque chose déjà. C'est avoir une maîtrise dans ce domaine. C'est ça. Donc, international parce que je travaille un peu à l'international. Vous vendez votre expertise partout. Partout, exactement. On a bien vu ça avec un parcours très long, on va dire ça comme ça, et bien riche surtout. Alors, j'ai vu que vous vendez votre expertise. Ça a commencé en Côte d'Ivoire, mais vous partez partout, à Paris, aux États-Unis, au Canada également. Exactement. On va pouvoir en parler dans cette émission. Mais déjà, la toute première question, pourquoi vous avez choisi l'économie? Est-ce que c'est parce que vous êtes un camarade et que vous aimez trop l'argent? C'est une des raisons. Ah. Je suis camarade, je suis Djoula. Je ne suis pas plantée. Le contraire m'aurait étonné. Exactement, ma mère était commerçante. D'accord, ben voilà. Voilà, j'ai voulu apprendre davantage sur l'économie. Vous savez, en termes de mon parcours, moi je suis né et j'ai grandi à Mans dans une famille très modeste. Donc j'ai vu ma mère aller toujours au marché, vendre. Et pendant cette période, il était très, très difficile de subvenir à tous nos besoins. Et à cela, c'est ajouté la crise. Parce que vous étiez nombreux? On était un peu nombreux. Vous étiez, c'est-à-dire Bon, dans ma famille proche, on est 6. Ah, quand même. Mais dans la famille un peu... élargie. Il y a les cousins qui dorment au salon et tout. D'accord. Exactement. Donc, dans ce milieu... il y avait la crise aussi, parce que moi, je suis dans la ville de Mans, où il y avait la rébellion. Donc, il fallait aller à l'école, c'était vraiment pas évident.
Donc, moi, je me suis faussement dit que je pouvais avoir une expertise. Et j'avais vu que l'économie pouvait être la solution. Parce forcément. que j'ai vu, voilà, exactement. J'ai vu des experts internationaux, des gens du FMI, de la Banque mondiale, qui venaient prodiguer des conseils à nos États. Donc, moi, j'ai voulu, de par là, avoir cette expérience de conseil et aussi cette expertise en économie afin de pouvoir sortir ma communauté de la pauvreté. D'accord. En tout cas, c'est bien motivé. On voit déjà à l'écran quelques images de toutes les conférences que vous donnez à travers le monde et de votre expertise dans différents domaines. On va y revenir. Oui. Mais avant, vous partez donc de Mans, vous l'avez dit tout à l'heure, avec le baccalauréat au lycée moderne de Mans. Après le baccalauréat, quelle a été la suite de votre parcours? Après le baccalauréat, pour la petite histoire, après le baccalauréat, moi j'ai eu mon bac en 2011, donc tout juste après la crise post-électorale. Exactement. Et j'ai eu la chance, parce que l'État avait permis aux étudiants venant des milieux modestes de pouvoir aller dans les universités privées. Donc une fois obtenu mon bac, j'ai eu la chance de rentrer à l'Institut universitaire d'Abidjan, où j'ai continué à apprendre, à me perfectionner. Et c'est là que j'ai fait l'économie. Et une fois que je faisais l'économie, j'ai été repéré par quelques mentors, par quelques professeurs qui ont vu en moi du potentiel, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné les outils nécessaires pour pouvoir arriver là où je suis. Notamment le directeur de l'Institut universitaire d'Abidjan, que j'aimerais saluer ici, Dr Aka, qui a eu l'aimabilité de m'offrir une bourse d'études afin d'aller étudier à Montpellier, à l'étranger. Voilà, merci beaucoup au Dr Aka pour le coup de pouce. C'est important d'avoir des docteurs AK dans nos vies. Alors, je me permets de poser cette question, entre la seconde et la terminale, est-ce qu'on peut avoir une idée des moyennes que vous aviez généralement? Parce que on a bien envie de savoir, parce qu'on a les professeurs qui mettent la pression par rapport à ça. Est-ce que c'est justifié? Vous aviez combien de moyennes en général? En général, moi, j'ai fait un bac C, donc j'ai fait d'abord la seconde C et la première C. C'est ça. Donc, c'était très difficile. J'avais une très bonne note en seconde, environ 16, 17 de moyenne. Maintenant, en première, c'était première C, ça a commencé à exactement. Donc, j'étais dans plutôt 14 de moyenne. Et en terminale, j'étais en 14, 13 de moyenne. D'accord. Donc, on a vraiment un élève qui était excellent. Ça n'a pas commencé à l'université, ça a commencé depuis la base. D'accord. Quels sont les organismes dans lesquels vous avez travaillé? Parlez-nous un peu du volet professionnel de votre vie. Oui, du volet professionnel, moi j'ai eu la chance, je dis toujours la chance, et j'aimerais bien définir la chance. La chance baraka, pour moi, la grâce. Exactement, la chance en fait c'est vraiment la préparation, l'opportunité. Donc une fois qu'on est préparé, on saisit les opportunités. C'est ça. Donc moi notamment, à travers mon parcours d'économiste, j'ai pu consulter plusieurs institutions internationales, notamment la Banque de France, où j'avais été repéré durant ma formation à Panthéon-Sorbonne, en France, pour pouvoir être un économiste junior, où j'étais en charge des prévisions. Une fois cela effectué, durant mon doctorat, j'ai pu également être consultant dans les institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale, et aussi, durant la Covid, on avait été aussi sollicité par le service d'économie du Premier ministre français pour pouvoir faire des recommandations de politique économique. Waouh, bravo. Entre autres. Chapeau. Toute mon admiration. Est-ce que c'est facile pour un Ivoirien de se démarquer comme ça au service d'un Premier ministre en France? On peut se dire que ce sont des sillons qui sont réservés aux Français d'abord, peut-être pas tout de suite à un Africain qui vient de débarquer de son petit monde natal? Oui, tout à fait. Ce n'est pas évident. Moi, j'étais assez impressionné déjà de travailler dans ce service qui est au service. Comment le recrutement s'est fait, par exemple? Le recrutement s'est fait parce que moi, j'étais en charge, j'avais une expertise qui consistait à utiliser les données à haute fréquence, qu'on appelle Big Data, pour pouvoir faire des recommandations de politique économique. C'est ça. Donc, en temps réel, nous avons des informations sur tous les Français, de toutes les transactions bancaires. Et moi, j'étais en charge, en fait, de collecter ces informations, de les traiter et de faire de la recommandation. Donc, indirectement, j'étais un peu l'expert dans ce domaine où je pouvais, au jour le jour, faire des recommandations en temps réel au gouvernement. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a été sollicité pour être un agent du Premier ministre.
Excellent. Alors, vous faites aussi de l'aide à la décision stratégique, économique, politique. Qui sont vos partenaires ou les personnes avec qui vous collaborez généralement dans ce domaine? Dans ce domaine, je dirais, je collabore avec plusieurs, notamment les institutions où j'ai sévi et aussi d'autres personnes qui s'intéressent à utiliser les données pour pouvoir faire des recommandations stratégiques. Notamment, je travaille présentement avec Rabat Arzeki, qui a été VP, vice-président de la BAD, et aussi il a été chef économiste. Il a été aussi chef économiste à la Banque mondiale. Donc, je travaille notamment avec le secteur privé, notamment des entreprises qui sont en France. Je travaille à la Banque mondiale où je collaborais avec le directeur régional Afrique, qui est un mentor au passage, docteur Ewi, qui me soutient beaucoup. Donc, en somme, j'aimerais dire que je collabore avec les institutions et dans ces institutions, il y a des individus qui sont là avec qui on essaie de trouver des stratégies pour pouvoir faire des recommandations stratégiques. D'accord. Docteur Camara, en tout cas, c'est très enrichissant de vous écouter. C'est impressionnant comme parcours. Pour reprendre un peu ce que vous disiez, vous êtes économiste consultant déjà au FMI à Washington DC aux États-Unis, économiste consultant également auprès de l'Institut national de statistique, l'INSEE en France, également auprès de la Banque mondiale, du ministère de l'économie ici même en Côte d'Ivoire, de l'université, professeur d'économie et de statistique, c'est ça? Exactement. À l'université McGill à Montréal, au Canada. Et puis également, vous avez parlé tout à l'heure de votre expérience à Rabat. Alors, avec tout ce parcours riche, comment est-ce que vous espérez impacter la jeunesse ivoirienne? Pour impacter la jeunesse ivoirienne, je ne sais pas si dans mon petit monde, je pourrais le faire, mais je pense que, comme on le dit, c'est une goutte d'eau, chaque goutte d'eau qui finit par remplir le vase. Donc, moi, j'aimerais déjà, en passant au passage, je vous remercie pour l'opportunité, montrer à la jeunesse que c'est possible. On peut quitter d'un milieu très modeste et arriver au sommet, où je suis consultant dans les institutions internationales, où je suis aussi professeur dans l'une des meilleures universités mondiales, où j'enseigne en anglais. Avant, on ne parle pas anglais, hein. On parle le Yakuba. Il a fallu s'intéresser à ça. Exactement. Le Yakuba et puis le Djeneka, sans doute. Exactement. Oui. Et moi, je pense que pour pouvoir avoir ce genre de parcours, il faut commencer par la rigueur. Il faut l'excellence. Donc, l'excellence, en fait, c'est... Il faut s'autodiscipliner, il faut être déterminé, il faut avoir des objectifs clairs, se donner les moyens pour y arriver. Aujourd'hui, quand votre mère vous regarde, quel est son sentiment? Qu'est-ce qu'elle vous dit souvent? Malheureusement, ma mère n'est plus de là, mais depuis là-haut, et mes soeurs, la famille, tous ceux qui m'ont soutenu durant tout mon parcours sont très fiers de moi, notamment mes soeurs, sont très, très fiers de moi. Et je continue à me perfectionner, à apprendre de nouvelles compétences, à essayer de contribuer à aider les jeunes du haut de mon jeune âge. Donc, je pense que tout le monde, en tout cas qui me connaissent de près ou de loin, est un peu fier de moi. C'est sûr. Ouais. En tout cas, on va recevoir tout à l'heure notre deuxième invité qui, lui aussi, est en route pour un parcours peut-être similaire. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais avant, j'aimerais vous proposer de voir ensemble le zapping qui a été préparé par l'équipe de Allume la télé. Avec plaisir. Très honnêtement, je crois que ce qu'on a vu le Real Madrid offrir particulièrement en seconde période avant le but égalisateur de Kevin De Bruyne, qui est arrivé quand on s'y attendait le moins, c'est la première fois que j'ai vu ce Manchester City en réelle difficulté. Et pas en réelle difficulté parce qu'ils étaient face à un adversaire qui balançait de longs ballons face à des avançants de 2 mètres. Non, dans le jeu même, dans l'autre jeu, en milieu de terrain par exemple, ils étaient dominés. Of course, j'adore les movies. On peut parler de cinéma. Moi, je peux parler de cinéma. Toi, tu ne peux pas, pour une raison easy. Ah bon? Easy. Tu n'as pas de pellicule. Alors, excusez.
Oui, je pense que c'est la première leçon préventive que les enfants doivent avoir, parce que l'adolescence est une période où l'amitié est très importante pour lui. Donc il faut nécessairement que l'enfant reçoive tout ce qu'il faut, parce que dès qu'il y a déjà la mauvaise fréquentation, l'enfant pourra difficilement même honorer ses parents, je dirais, accomplir les choses qu'il devrait faire. Donc la fréquentation est très importante pour l'enfant. Voilà, c'était à l'instant le zapping. On va souhaiter un très joyeux anniversaire à Yasmine Katia Koulibaly qui nous suit et qui est une abonnée de Allume la télé, ainsi qu'à notre collègue Angeval Zaïbé Thierry des rendez-vous de la première. Joyeux anniversaire, profitez bien et puis surtout après l'émission, dites-nous où on mange, c'est ça le plus important. Voilà, on va recevoir maintenant notre deuxième invité. On va l'inviter à nous rejoindre sur ce plateau. Il s'appelle Anassé Obodje Guy-Roland. Promotion 2023, major de sa promotion avec un bac 330 points. Je vous laisse apprécier. Voilà, Anassé nous rejoint. Bonsoir, bienvenue, installez-vous. Pas de madame ici, hein. Fatim Camara, c'est suffisant. Bonsoir Anassé. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Bien, pas trop intimidé par le plateau de Allume la télé? Ça va aller. Ça va aller, super. Alors Anassé, tu as un très bon parcours également. On a eu le temps de regarder un peu le background, ce qui s'est passé avant d'avoir ce bac, parce que ça a été un parcours assez atypique et surtout difficile, mais on s'est accroché, c'est ça le plus important. Anassé a eu le bac avec 330 points sur 400, c'est ça? Donc largement au-dessus de la moyenne, c'est excellent même comme résultat. Et tu es major donc, de ta promotion dans la région de Lagnébi-Tiassa, c'est ça, hein? Oui. Alors avant d'avoir ce bac, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? C'est quoi ton histoire? OK. Ben, on va dire que je suis né en 2002 à Bobo. Ça, c'est ici à Abidjan. Et pas dans une famille bien posée dans la société. Hein. Mon père, il était modeste, très modeste. Il était maçon et ma mère faisait le commerce. Okay. Et j'ai commencé à fréquenter en 2008, à l'âge de 6 ans, comme tout le monde d'ailleurs. Et en 2011, alors que j'étais au C1, la crise post-électorale nous a obligés à connaître mon village aussi. C'était une bonne occasion, Yadio. Et quelques mois après l'arrivée dans notre village, mon père a rendu l'âme suite à une maladie. D'accord. OK. Et après ça, il nous a laissé, nous, ses enfants, et notre mère, qui n'avait aucun lien avec le village d'ailleurs. C'est une femme amie dans un village avec. Et n'ayant rien, cela a dû... Il y a eu des difficultés financières et tout, mais est-ce que vous avez pu continuer à aller à l'école malgré tout? Bien sûr, mais avec un retard. Hein. D'accord. Donc nous avons fait des années sans continuer. Sans aller à l'école, donc déscolarisation, rescolarisation après. À quelle faveur? Qu'est-ce qui a permis que vous puissiez retrouver le chemin de l'école? Pendant que nous étions à la maison, elle n'est pas restée assise. Elle a fait elle se battait pour l'essentiel que vous puissiez... des petits champs. Et, au bout et vous étiez combien d'enfants? 3 enfants. D'accord. Au bout de 3 ans, elle a pu nous rescolariser. Sauf que moi, j'ai insisté pour ne pas reprendre ma classe. D'accord. De ce 1, on m'a réinscrit au CM1. Et dès là, j'ai été meilleur, même dans tout le village. Et c'est en 2014 que j'ai eu les CEP. D'accord. Lorsque j'ai été affecté à Beauville, au lycée moderne 2. Et là, la première année, c'était fluide. J'ai été meilleur. Et là, on retombe après dans les mêmes difficultés? Bon, la première année en 6e, au fait, vu que j'étais brillant, excellent, les CEP, d'accord. Il y avait des personnes... bonnes moyennes en général? Il y avait des combien? personnes... 16, 17 comme, comme M. Camara? Au CP? Oui, enfin au primaire ou au CP, vous avez combien de points? 146 points. Sur 180, 170. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Okay. Et là, il y avait des similitudes de récompenses et des personnes qui s'engageaient à m'aider. Et en 6e, c'était un peu fluide. Et en 5e, c'est là que j'étais exposé aux réalités de la vie. Et là, ça a impacté mon rendement annuel. De 16 de moyenne en 6e, je suis passé à 10 pour être admis en 4e. D'accord. Et en 4e, là, c'était plus... Vous n'étiez plus concentré, vous étiez dans un environnement hostile, vous n'arriviez plus à vous concentrer. Qu'est-ce qui se passait?
Bah, pour étudier et aller à l'école, il faut manger. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce qui a impacté. C'était chaud, comme on dit. Et en 4e, c'était plus pire même. C'était plus pire. Là, mais j'ai été renvoyé. De 11 de moyenne au premier trimestre, j'ai eu 2 au deuxième trimestre. Parce que vous n'alliez pas du tout à l'école, en fait. Vous séchiez peut-être les cours la plupart du temps. D'accord. Et là, on m'a renvoyé. Mais ma mère ne s'est pas laissée faire avec l'aide des personnes, et surtout notre ex-président des jeunes. Et elle a plaidé sur le frère de mon père. Et il a accepté à l'appui de ma mère et notre ex-président des jeunes qui m'a accompagné sur le plateau de vie. Ce sont ces personnes qui ont accepté et ils ont collaboré pour solder 2 années d'études dans une école privée. Et là aussi, étant rapproché des parents, j'étais encore meilleur dans tout l'établissement. Wow. Après ça, j'ai eu le BEPC avec 174 points. Bravo. En fait, vous êtes un modèle de persévérance, quoi. C'est-à-dire que c'est dur, par moments on arrête, mais on ne lâche pas totalement. Dès qu'on a la possibilité, on revient, on se refait un moral. Comment est-ce que vous étiez psychologiquement pour pouvoir affronter toutes ces difficultés à votre jeune âge, parce que vous étiez relativement jeune? Étant jeune, nous avons besoin de conseils de nos aînés. Et c'est ce que faisait notre ex-président des jeunes. Quelqu'un que j'admire très, très bien, qui me soutenait moralement et tantôt financièrement. Et avec ses conseils, j'étais obligé de ne pas lâcher. Et j'ai persévéré. Et en seconde, lorsque je suis retourné à Beauville au lycée moderne 1, j'étais encore exposé à ces réalités. Et dès là, la première année, j'ai repris la classe de seconde C parce que j'avais ni livre, ni cahier. Et pour travailler, il faut bien avoir les manuels de base. Hein. Et l'année qui a suivi, j'ai emprunté des documents de mes ex-voisins, je vais dire, ceux qui sont admis en première. Et de là, j'ai pu, même si je n'étais pas assidu, un regard quotidien sur les documents me permettait de m'en sortir face aux évaluations. Et j'ai été admis en classe supérieure avec une moyenne très juste, 10,00. De là, la seconde C, on m'a envoyé en première A. D'accord. Vous étiez meilleur peut-être dans les matières littéraires? Oui. C'est ce qui justifie cette réorientation, d'accord. Et plusieurs personnes ont riposté pour changer la série. J'ai fait avec. Et j'avais quand même quelques documents, l'appui de ma mère, les conseils de mon mentor, je vais dire. J'étais 3e pour le premier trimestre, 3e, 2e trimestre et 3e le dernier trimestre. Et cette année, au tout début de l'année, c'était encore difficile. Souci des logements, j'étais malade et j'avais même pas de l'argent pour acheter les documents. J'ai demandé de l'aide. Il y a des gens qui savent, il y a des personnes qui ont voulu m'aider, mais à la fin, je n'ai rien vu. Et avec encore les conseils de notre ex-président des jeunes, avec ses conseils et quelques aides, avec l'appui de ma mère, nous avons pu acheter quelques documents. Des cahiers seulement, je n'avais pas d'autres documents. Et elle a supplié une tante qui, malgré sa charge, qui ne travaillait pas, a accepté de m'héberger pour l'année. Quelqu'un que je veux remercier. Si elle me suit, je la remercie. Et donc, de là, j'ai voulu tout faire pour m'honorer moi-même, honorer mes parents. Votre maman aussi qui s'est battue pour vous rescolariser. Et là, même si je n'avais même pas de documents, j'avais seulement les cahiers. Et je me débrouillais avec. Quelquefois, j'empruntais les documents des autres. Et ce qui a fait que pour l'examen blanc régional, j'ai eu 280 sur 400. Et j'étais parmi les 5 premiers. Oui. Et là, d'ailleurs, avec 330 points sur 400 au bac, vous êtes quand même le 4e au rang national. Hein. C'est pas rien. Félicitations, ça s'applaudit, hein, n'est-ce pas, docteur Camara? Oui. Ça s'applaudit. Effectivement, c'est un parcours difficile, mais inspirant, parce qu'il s'accroche malgré tout, malgré les difficultés, il s'accroche, il se bat pour continuer son cursus scolaire. Il y a plein d'enfants qui auraient lâché l'affaire, qui se seraient dit, bah, écoute, je vais devenir un petit mécanicien au quartier, je vais faire un petit boulot vite fait, parce que bon, mes parents n'ont pas les moyens de me scolariser, mais il s'accroche et puis chaque fois qu'il y a de l'aide quand même pour le rescolariser, il donne de bons résultats. Donc ça, c'est motivant pour les personnes qui soutiennent cette cause-là. Docteur Camara, qu'est-ce que vous pouvez dire
à un jeune homme qui vous renvoie cette image-là? Je me reconnais. Ah oui? Oui, sincèrement. C'est des parcours assez un peu similaires, c'est ça? Donc, je vois quand même du potentiel. 4e au bac, moi, personnellement, c'est pas qu'elle aime. Vous n'étiez pas dedans? Moi non plus, je vous rassure. Je n'étais pas du tout dedans. Donc, pour lui, c'est tout tracé. Ouais, tout mon parcours assez atypique. Donc, si j'avais un conseil pour lui et pour tous les jeunes, c'est l'année de la jeunesse. C'est ça. C'est de croire en eux-mêmes, de croire en son potentiel et de se dire, quel que soit le milieu dans lequel nous venons, il y a toujours une possibilité de changer ses rêves et accomplir ses rêves, en fait. Parce que l'éducation, notamment l'éducation, est un pilier puissant pour pouvoir changer sa vie, changer sa trajectoire. Ça. Donc, moi, je pense qu'il faut persévérer, il faut être déterminé, il faut faire toutes choses avec passion et s'entourer notamment des mentors. Parce qu'on ne réinvente pas la roue. Les mathématiques que tu as eu à apprendre, ln, exponentielle, c'est des choses que moi j'ai appris. C'est des choses que d'autres personnes ont apprises avant. Et c'est des choses que d'autres personnes continueront à apprendre. Moi, exponentielle, non, je ne sais pas pour moi. Moi, j'étais bien en français, dans les matières littéraires, en français, en anglais, un peu. J'étais une bonne littéraire, quoi. Dans les langues vivantes, espagnol, allemand. J'apprenais facilement les langues. J'étais très bien dans tout ce qui était littéraire. Bon, ça justifie que je sois ici. Mais par contre, exponentielle, là, je vous laisse ça, sans façon. Oui, bon, en un mot, pour conclure, il faut aussi s'entourer des mentors et être passionné par ce qu'on fait. Est-ce que, Anassé, tu as déjà des mentors, c'est-à-dire des personnes à qui tu as envie de ressembler dans 5 ans, dans 10 ans, qui sont inspirantes pour toi et de qui tu peux déjà te rapprocher pour te motiver et garder le mental focus sur ce vers quoi tu as envie d'aller? Des personnes pour me rassurer. Pour te motiver, à qui tu as envie de ressembler, des modèles? Pour me motiver, il y a des personnes, parce que j'opte pour l'économie, la gestion de l'économie et les finances, et aussi le droit des affaires. D'accord. Bon, tous ceux qui sont dans ces domaines, j'essaie de suivre un peu ce qu'ils ont fait, leur parcours pour arriver là, et déjà ça me motive. C'est ça. Comme Dr Camara. Okay. Voilà. Parce que tout ce que expert international en économie, il sait compter l'argent, il sait chercher l'argent aussi. C'est un parcours, c'est un mentor devant toi direct. Hein. Après l'émission, vous échangez les contacts, tu rentres dans son inbox. Le vieux, on gère comment? Concrètement. Non, mais franchement, courage. On espère que tous ceux qui sont en train de regarder, allument la télé en ce moment, voient le parcours atypique de Anassé et que certainement des personnes de bonne volonté voudront également soutenir ses études pour l'emmener jusqu'au bout du tunnel et pour qu'il soit une fierté demain pour la Côte d'Ivoire parce qu'on a besoin de s'identifier à des modèles comme lui, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, tu viens d'avoir le bac. Tu as célébré ton bac correctement. Qu'est-ce que tu entrevois déjà comme étude? Tu dis que tu veux faire finance et économie. Tu as envie de le faire où? Bah, ici, bon, c'est une question de moyens, hein. Sinon au plus profond de moi. Laisse les moyens. Donne ton rêve. OK. Donne ton rêve. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Concrètement. OK. Pour le droit des affaires, la gestion d'économie et des finances, j'aimerais continuer mes études à l'extérieur de ce pays. D'accord. Où pour avoir des précisément, connaissances. si tu as une préférence? Bon, mon pays de rêve, je dirais que c'est le Canada. D'accord. Bon, lui, il a déjà un pied là-bas. Ensuite, je ne peux pas attendre à ce que quelqu'un vienne m'aider. Donc, j'ai initié ma prescription pour le concours de l'INP-HB. Ça, c'est super. Pour le dépôt des dossiers, j'ai encore des obstacles. Parce que ma mère, étant paysanne, fait tout pour avoir une carte nationale d'identité et on la rejette. Et aujourd'hui, si je dois avoir une carte d'identité, j'ai besoin de celle de ma mère. Parce que mon père, ça fait plus de 10 ans qu'il n'est plus. OK. Donc, et là, jusqu'à présent... On peut faire sa pièce d'identité avec une copie de l'extrait d'acte de naissance de son père. Hein? Même si la personne est décédée. Oui.
Ah, le papa non plus, d'accord. N'était pas identifié et tout, d'accord, je comprends mieux. Donc, il faut un tuteur, en fait. Oui. Ou est-ce que même ça, ça résout le problème? Pas vraiment. D'accord. Donc, il y a déjà ce problème-là de pouvoir se faire identifier et ensuite de pouvoir s'inscrire. Un certificat de nationalité, d'accord. Ben, on va revenir à ça un peu plus tard. On va souffler un peu avec toutes ces informations qu'on vient d'ingurgiter. Je vous propose de partir pour le bonus et on se retrouve juste après. Vous avez quelqu'un qui est fâché, il y a quel souci? C'est pas un gars là. Il sait même pas comment il a eu mon numéro, qu'on lui veut m'inviter pour aller au restaurant. Est-ce que moi je lui ai dit qu'il ne veut pas aller au restaurant? Il a l'argent, hein. Il dit, s'il accepte ton invitation pour aller au restaurant là, il va me donner 2 millions. 2 millions? 2 millions, c'est l'argent. C'est ça que là. Oh. Ça appelle de 2 millions t'as acheté comme ça. Faut rappeler le gars. Pour faire quoi? Moi, je dis, tu n'aimes pas les choses comme ça, non? Voilà ça, voilà la. J'aime ça. Qui t'a dit qu'il n'aime pas ça? C'est 2 millions t'as acheté? Rappelle-moi ça. Rappelle-moi ça. Rappelle-le. Tu connais 2 millions? Tu as parlé à lui pour qu'il. Rappelle-le. Tu as lui dit que tu acceptes son invitation. Moi, mais il a trouvé tes habits que tu as apportés pour aller le voir. Oh! Je ne sais pas pourquoi je regarde Dr Camara comme ça, l'économiste qu'on a sur le plateau aujourd'hui. 2 millions. 2 millions. On accepte l'invitation ou pas? Moi, j'accepte. Mais c'est votre fiancé. Hein? On accepte ça. C'est votre fiancé? Bien sûr. Elle va à l'invitation. Dr Camara, oh là là. Bon, on approche de la fin de l'émission. Est-ce que rapidement, vous avez un petit message à laisser aux téléspectateurs de Allume la télé? Oui, aux téléspectateurs d'Allume la télé et à toute la Côte d'Ivoire, j'aimerais adresser les mots que je viens de dire, qui consistent à cultiver l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. L'excellence, comme le disait Aristote, c'est l'art de continuer constamment tout ce que nous faisons. Donc, être excellent dans quelque chose, c'est le faire à répétition, tomber, se relever et avancer. Jusqu'à atteindre le sommet qu'on a envie d'atteindre. Donc, pour moi, en fait, pour la jeunesse, il faut croire en vous. Il faut croire que tout est possible. Il faut rester focalisé sur vos objectifs et donner tous les moyens pour le faire. Entourez-vous des bons mentors, entourez-vous des personnes inspirantes afin de pouvoir exceller dans tous vos domaines. Merci, docteur. Merci. Merci à vous. Anassé, un petit mot, si tu devais t'adresser à la nation ivoirienne, à tous ceux qui te regardent aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? À la nation ivoirienne, je m'adresserai premièrement aux personnes plus aisées dans la société, pour les ministres aussi, le ministre de la l'éducation, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, qui s'engage à me suivre, à faire quelque chose pour mes études. Pour permettre à Manassé de continuer ses études. Là, j'aimerais le remercier d'avance. Et là, s'il arrive à joindre là, la parole, ça pourrait m'arranger. Il y a d'autres aussi, le conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a plusieurs. Hassan Ayek, lui, c'est un particulier, c'est une personne de très bonne foi qui m'a même récompensé. Et aussi, les cadres de ma région, de mon village, il y a des cadres là-bas. Voilà, votre enfant qui se bat pour la réussite, il faut l'aider. Et aussi les élèves. Oui, à tes camarades, à ceux qui veulent te ressembler, qui veulent avoir aussi 330 points comme toi au bac, qu'est-ce que eux, tu as envie de leur dire? Ben là, c'est la bosse, hein. La clé, c'est la bosse déjà. Parce que même si on n'a rien à manger, ce n'est pas ça le problème. Il faut penser à demain, il faut penser grand. Et si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis trop beau, hein. Ce n'est pas parce que je suis une superstar. C'est à cause de ton travail qui t'a emmené là, c'est ça. Donc, c'est tout ce que je peux leur donner comme conseil. Et je crois que le reste, Dieu va gérer. C'est ça, c'est bien dit. Dieu est grand. En tout cas, merci, Dr Camara, Anassé Obodje. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation d'Allume la télé. Tu peux laisser un numéro de téléphone pour ceux qui auront envie de te contacter directement, pour ceux qui auront envie de soutenir ta cause. On y va? Pour les personnes de bonne foi qui souhaiteraient m'aider, je suis disponible en appel direct sur un numéro, le 05 44 36 13 79. Tu as une page Facebook, on te retrouve sur les réseaux sociaux? Pas encore? Voilà, une page Facebook, j'en ai, mais les réseaux sociaux, je n'ai pas le temps, en fait.
D'accord. Ben, Facebook, c'est déjà un réseau social. Hein. Donc, tu y es déjà, c'est déjà bien. Donc, 05 44 36 13 79 pour tous ceux qui voudront apporter leur soutien à Manasseh. Merci d'avoir allumé la télé. L'excellence, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. On a des exemples, on a des personnes également qui sont sur le chemin de l'excellence. Nous, on vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain 18h15 toujours pour le même rendez-vous.